Bonjour Éric Piolle. Bonjour. On va parler évidemment de votre ville, Grenoble, mais d'abord l'actualité de ces dernières heures autour du budget. Le gouvernement cherchait encore 5 milliards d'économies. Il en a trouvé 1 milliard 200 millions dans les arrêts maladie des fonctionnaires, en les alignant sur ceux du privé. 3 jours de carence donc, au lieu d'un, et une baisse de leur rémunération, c'est 90% sur les 3 premiers mois. Qu'en pensez-vous ? D'abord, il y a un mensonge. Dans le privé, l'essentiel des entreprises compense ces jours de carence. Pourquoi ? Parce que quand on est malade, en fait, ça ne doit pas coûter de l'argent. Donc il ferait mieux de travailler sur les accidents du travail et sur la cause des arrêts, sur la santé, évidemment, de l'ensemble de la population. Quand même, le ministre de la fonction publique fait remarquer qu'il y a un nombre de jours d'absence, qui est plus important de 3 jours dans le public par rapport au privé. Donc, ça coûte 15 milliards d'euros par an, dit Guillaume Kasbarian. Aussi, toutes les études le montrent, parce que toutes les premières lignes de l'État régalien notamment sont sous tension. Vous regardez l'évolution des arrêts maladie dans la police, vous regardez l'évolution dans l'éducation nationale, et vous vous rendez compte que effectivement, ces métiers sont des métiers qui souffrent de perte de sens, qui souffrent de conditions de travail inadaptées. Et ça se traduit dans la santé, évidemment, de tous ceux qui font ces métiers-là. Donc mauvaise pioche, c'est pas là qu'il faut prendre pour vous? Non, c'est pas là qu'il faut prendre. C'est effectivement pas là qu'il faut prendre. Il y a un problème de vision globale de ce budget Barnier, qui est un peu coincé, donc il va quand même chercher un petit peu de hausse d'impôts, mais il va surtout chercher des coupes de dépenses à un moment où, en fait, ça va casser l'économie française. Les mesures qu'ils ont choisi de faire, j'espère que ça n'ira pas au bout, qu'ils entendront ce message global d'ailleurs, également du monde économique, du monde du bâtiment, du monde du logement. Tout le monde est uni pour dire arrêtez, nous avons besoin de construire et de réhabiliter des logements. Ne venez pas casser les investissements publics. Les 70% des investissements publics sont portés par les collectivités locales. Mais vous avez entendu... Et je rappelle juste le rapport Pisani-Marouz qui disait qu'il faut doubler ces investissements pour la transition écologique. Et eux nous disent non, pouf, on vous casse les pattes. Ce budget, Éric Coquerel, vous l'avez peut-être entendu hier, dit que c'est NFP compatible en l'état. Pas vous, pas pour vous. En l'état de ce qui a été voté là, oui évidemment. Oui. Puisque le Parlement a retouché... Jusqu'à preuve du contraire, l'idée est de poursuivre le débat, puisque le vote de demain a été reporté. On verra bien, effectivement. J'aimerais bien que M. Barnier s'appuie sur le Parlement. En termes de démocratie, ça serait pas bête, effectivement. Oui. Un mot peut-être encore sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le budget de la Sécu qui arrive aujourd'hui dans l'hémicycle. Il y a l'idée de taxer plus les produits très sucrés. On parle des produits très transformés, les sodas, les bonbons, etc. Mesure d'économie sans doute, de santé publique aussi. Est-ce que vous, qui êtes écologiste, c'est une mesure que vous approuvez ? Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut faire beaucoup de prévention sur tous ces produits sucrés, qu'il faut interdire la publicité. C'est du délire, je trouve vraiment du délire, de continuer à faire de la publicité pour des choses qu'on ne veut plus. Donc on fait des pubs pour des produits tout sucrés, et puis en bas on dit mangez, bougez ou mangez quelques fruits et légumes par jour. Enfin, c'est absurde. Il nous faut arrêter de faire des produits, de la pub pour des produits, ou pour les avions, ou pour les SUV. Il y a des choses, on sait que c'est des problèmes, et nous continuons à se faire bombarder, on se fait bombarder tous les jours de messages qui ont un effet. Tous les scientifiques nous disent que cette surpub a un effet sur notre cerveau. Donc ça atteint notre libre arbitre. Vous avez d'ailleurs réduit la pub dans les espaces publicitaires. Nous avons supprimé la publicité dans l'espace public à Grenoble. Je pense que c'est une plaie, la publicité. Et il faudrait interdire la publicité pour des produits qui sont nocifs pour la santé. Mais les taxes aussi, on n'a pas compris. La pub, ok, on a pigé. Les taxes ? Oui, taxer aussi, ces produits-là aussi, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ça peut faire des taxes qui peuvent servir à faire de la prévention, qui peuvent servir à financer aussi une agriculture plus saine. Nous créons à Grenoble cette année, là, nous soutenons une initiative de sécurité sociale de l'alimentation. Ça reconnecte de la fourche à la fourchette, comme on dit, sur l'agriculture du territoire jusqu'aux consommateurs. Et ça redonne de la liberté, de la démocratie sur un sujet qui est essentiel, l'alimentation. Et ça vient compléter les lois Egalim ou ça vient en concurrence ? Non, ça ne vient pas en concurrence, ça vient compléter largement, de même que le végétarien. Nous avons maintenant la moitié des repas servis à la cantine qui sont végétariens. C'est bon pour la condition animale.
Il faut sortir évidemment de l'industrie, de cette agro-industrie et de ces animaux qui n'ont jamais vu le jour, qui sont dans des usines. C'est des usines à viande, alors que c'est des animaux vivants. Et puis réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc tout ça est cohérent, c'est bon pour notre santé, c'est bon pour le goût, c'est bon pour tout en fait. Donc faisons des choses qui sont bonnes pour tout de suite, bonnes pour demain et qui sont bonnes pour tout. Venons-en, Éric Piolle, à l'actualité de votre vie, l'actualité malheureusement marquée par ces fusillades depuis cet été, la dernière mardi qui a coûté la vie à un adolescent de 15 ans, tout près d'un point de deal, le tout sur fond de guerre des gangs. Vous avez demandé des moyens de police. Bruno Retailleau vous répond: quittez déjà votre discours anti-sécuritaire et mettez des caméras de vidéoprotection. Qu'est-ce que vous lui répondez? Oui, je trouve ça pathétique comme réponse. C'est-à-dire que M. Retailleau, comme tous les ministres de l'Intérieur que j'ai vu passer depuis 10 ans, hein, ils se succèdent avec la même logique. C'est le coup de menton, la tolérance zéro, vous allez voir avec moi, la fermeté. Tout ça, c'est du pipeau. Tout ça, c'est du pipeau. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous ces messieurs d'ailleurs, hein, savent qu'ils sont éphémères. Donc ils sont là pour quelque temps. Donc au lieu de s'attaquer au problème de fond, au lieu d'essayer de résoudre le problème, ben en fait, ils nous promènent. Donc moi, je m'en fous en fait de discuter avec le ministre de l'Intérieur de l'emplacement d'une caméra. Où est son plan national de stratégie contre le narcotrafic? A-t-il lu le rapport sénatorial en janvier dernier qui pointait l'emprise du narcotrafic partout en France? Il se trouve que le caméra, vous en avez mis à Grenoble. Il y en a 120. Il y en a 120, il y en a 6 par kilomètre carré. Il y en a 120, mais vous dites que ça sert à rien. Bah oui, ça sert à rien, effectivement. Où est la cohérence, où est la logique? Justement, parce que nous, on a besoin de caméras pour la gestion publique, les flux, etc. Nous gérons une ville, hein, donc il faut regarder les flux de circulation, les flux de piétons, avoir des éléments de surveillance. On a un centre de surveillance. Tout ça, ça fait partie des outils modernes de la gestion de la ville. Mais ça n'est pas la solution pour le narcotrafic. Là aussi, toutes les études le prouvent. Vos collègues de France Culture invitaient un chercheur, ça ne mange pas de pain, mine de rien, de remettre un peu de science dans la sécurité, qui disait 40 ans en Angleterre, nous avons un retour, ça ne sert à rien pour lutter contre le narcotrafic. Est-ce que M. Retailleau veut lutter contre le narcotrafic ou juste se promener? C'est quoi son plan, sa stratégie? Il dit allez donc voir à Nice, allez donc discuter avec la Direction Générale de la Police Nationale et la Gendarmerie. Je suis prêt, moi, à aller voir tous ces gens. Allez voir à Nice, il y a des fusillades partout. Vous prenez les journaux, alors nous, on est rentré dans la tunnel médiatique. Donc voilà, l'année dernière, c'était Nantes, il y a 2 ans, c'était Toulouse. Donc on se succède. Il n'y a pas de question de couleur politique là-dedans. Hein. À Nice, c'est un échec complet. À Valence, la ville du ministre de la Sécurité du quotidien, c'est un échec complet. Des morts, des fusillades. Partout, c'est le même échec. Donc il y a un moment, on ne peut pas se dire qu'on va répéter les mêmes erreurs. Il faut avancer sur les questions de santé mentale. Si les gens se droguent, ça n'est plus récréatif. C'est pour la cocaïne, la performance au travail, l'anxiété. Et puis, il faut arriver maintenant à parler de légalisation, parce que nous sommes en échec. C'est vraiment un problème majeur. On va revenir là-dessus, mais armer par exemple la police municipale, certains habitants vous le demandent peut-être? Les habitants sont très lucides en matière de sécurité. Hein. Ça n'a pas d'utilité d'armer la police? Vous pensez qu'ils vont arrêter le trafic? Vous pensez que les policiers nationaux ne font pas bien leur travail? Ça peut permettre quoi? Ça peut permettre... C'est un outil de légitime défense. Les policiers nationaux qui sont là sur les points de deal, ils cohabitent avec les dealers. Vous pensez que ça leur fait plaisir de cohabiter avec les dealers? De voir cette incapacité? On les envoie écoper la mer à la petite cuillère. C'est absolument aberrant. La caméra, la République abandonne ses enfants. 15 ans, il était suivi par la protection judiciaire de la jeunesse. Et il fugue de son foyer, il va se faire abattre. Là, il est abattu. Vraiment, la République abandonne ses enfants. Nous avions mis une caméra à cet endroit-là. 60 000 €. Elle a duré 20 minutes. 20 minutes. Vous croyez que j'ai envie que M. Retailleau il vienne là, s'il a envie, qu'il couvre la France de caméra, qu'il change la loi, et on a dit que c'est ça, sa prérogative. Éric, mais en fait, ça ne marchera pas. On a du mal à comprendre ce qu'il faudrait faire, parce qu'il y a pas, pour vous avez commencé à esquisser une réponse d'un point de vue santé, d'un point de vue prévention, mais il n'y a pas de réponse sécuritaire particulière à apporter. Si, nous avons écrit une tribune. Pour demander plus d'effectifs. Là aussi, transpartisan. Demander des on fait que ça, tous. Voilà, moi, on m'a promis. Les différents ministres. Ils nous en lâchent de temps en temps. On m'a promis 180 effectifs depuis 10 ans que je suis maire. Ils ne sont pas là? Ils sont sans doute arrivés, ils sont repartis. Pourquoi? Parce que j'ai dû avoir un collègue, quelque part, qui fait la même demande, et donc on promène les policiers. C'est inacceptable comme fonctionnement. Les policiers qui étaient venus pour Place Nette, l'opération de Gérald Darmanin, ça a donné quelque chose ou pas? Ça donne rien. Ça désorganise le trafic pendant quelques heures. C'est le bilan de Place Nette? Là, il y a eu 400 places nettes, ils ont mobilisé 50 000 personnes pendant les 6 mois jusqu'au printemps dernier. Ils ont pris 40...
40 kilos de cocaïne. À Grenoble, vous voyez, j'étais en stage d'immersion à propreté urbaine dans une ville voisine de Grenoble. Il y a eu une opération Place Nette. Lendemain matin, à 7h, tout le monde en poste. Pendant la nuit, ils avaient fait appel à 10 intérims qui avaient remis des gens. Qu'est-ce que ça changerait, pardon Éric Piolle, qu'est-ce que ça changerait d'avoir 10, 20, 30, 40, 50 policiers en plus? Vous dites vous-même qu'ils écopent à la petite cuillère. Oui, au moins essayer de revenir aux effectifs de 2002. Au moins faire de la transparence, nous demandons tous, dites-nous où sont les policiers. Ça résoudrait en rien le problème. Si on vous sur le narcotrafic, ça ne résout pas le problème. Hein. Nous ça permet juste d'essayer de regagner un peu de terrain dans l'espace public. Nous demandons des effectifs pour la police, pour la justice. La justice, le taux de récidive en France est à 50%. C'est inacceptable. Récidive à 2 ans, récidive à 5 ans, on est à plus de 60%. 60%. C'est scandaleux. En fait, c'est un échec majeur. Quelqu'un qui passe 10 fois devant la justice et qu'on n'a pas réussi à réinsérer, ça veut dire que la justice n'a pas les moyens. Les gens, ils font Ou est-ce que ça veut dire que la réponse pénale n'est pas assez ferme? Les prisons n'ont jamais été aussi pleines. Ce que disent les prisons n'ont jamais été aussi pleines. Comment penser, quand vous jugez quelqu'un, vous avez une sanction, voilà, une privation de liberté, vous avez une réparation pour la victime et vous avez une réinsertion. La réinsertion, tout le monde s'en fout. Les policiers à Grenoble disent que certaines personnes qui avaient été incarcérées suite aux violences de 2007 sont sur le point de sortir et redoutent manifestement des règlements de compte. Et ça pose effectivement, oui, comme il disait Adrien, déjà, parce que c'est une guerre économique. Parce que c'est une guerre économique, effectivement. À Grenoble, on a l'impression, mais comme d'ailleurs dans toutes les villes de France aujourd'hui, vous avez vu Rennes là, de revenir dans les années 70-80 ou à Grenoble dans cet épisode de 2007 qui avait fait 10 morts. Il y a une guerre économique et ça touche le prolétariat du deal. Hein. Ça touche la jeunesse et le prolétariat du deal. C'est inacceptable. Maintenant, il faut un plan de narcotrafic pour la France. C'est ce que nous demandions avec les maires des grandes villes de France, de gauche, de droite. Tout le monde s'en fout. Vous savez, Gilles Averrousse, le ministre des Sports, donc collègue de M. Retailleau, il y a 2 ans, signait une tribune avec son collègue maire de Reims qui est Horizon, lui, Édouard Philippe, qui signait une tribune pour dire allons sur la légalisation du cannabis. Ça, c'est des gens des Républicains et de Horizon. On va revenir, Éric Piolle, sur cette proposition. On va continuer à évoquer les solutions que vous proposez pour faire face à ces trafics. Tout d'abord, le fil info, 8h, 9h moins le quart même, Maureen Suignard. Gérard Depardieu ne sera pas présent à son procès aujourd'hui pour agression sexuelle. Son avocat l'annonce sur France Info ce matin. Il invoque des raisons de santé et va demander le report de l'audience. Dans cette affaire, l'acteur de 75 ans est accusé par 2 femmes. Nathalie Appéré, la maire de gauche de Rennes, appelle à faire de la lutte contre le narcobanditisme une authentique priorité nationale. Un enfant de 5 ans a été touché par balle ce week-end. Il est gravement blessé. Il se trouvait à bord de la voiture de son père, connu par la police pour trafic de stupéfiants. Les députés se penchent à partir d'aujourd'hui sur le projet de financement de la sécurité sociale pour l'année prochaine. Des indexations temporaires des retraites, baisse de la part prise en charge par la sécurité sociale pour les consultations médicales, des arrêts maladie moins bien indemnisés. Voici plusieurs dispositions examinées. Un vélodrome bouillant avant le coup d'envoi et une douche froide pendant le match. Le Classico s'est encore terminé par une victoire du PSG. 3-0 des Parisiens contre l'OM en clôture de la 9e journée de Ligue 1. France Info. Le 8-30 France Info, Bérangère Bonte, Adrien Beck. Et ce matin, Éric Piolle, maire écologiste de Grenoble depuis 2014, ça fait 10 ans tout juste. Juste pour finir sur tout ce dossier, essayons d'expliquer et de comprendre votre proposition de légaliser le cannabis. Il y a le pays qui est cité en exemple, c'est toujours le Canada, où de fait, au bout de 5 ans, les 2 tiers des consommateurs se fournissent désormais, dit-on, sur le marché légal, et où la consommation baisse chez les adolescents. Le contre-exemple, qui est mis en avant par le ministère de l'Intérieur ici en France, c'est les Pays-Bas, où la mafia n'a pas disparu, obligeant même à protéger le Premier ministre par crainte d'attentat. Pourquoi légaliser le cannabis selon vous? Qu'est-ce que ça change? Moi, j'ai changé par rapport à ça. Avant de m'engager en politique, j'étais radicalement contre la légalisation. En m'engageant, en devenant responsable public, j'ai lu tous les rapports qui sont sortis dessus. Je me suis dit, voilà, c'est un échec. Les politiques de sécurité, d'ultra-répression sont un échec. Donc, il faut prendre de la hauteur, se décaler et se dire un angle santé publique, ce qui a été fait au Portugal. Considérer que les drogués, en fait, ont des problèmes de santé mentale, si vous êtes malade quand vous vous droguez, et donc ou bien par anxiété, ou bien par performance au travail. Le cannabis dans vos milieux, vous le savez bien, hein, la propagation du cannabis, de la cocaïne, je veux dire, dans beaucoup de milieux d'ailleurs. Absolument délirante, dans tous les milieux, mais évidemment, notamment dans les hautes sphères de l'État, parce qu'il y a de la pression, au Parlement, vous l'avez vu, partout. Donc ça, c'est un problème, santé mentale, et légalisation pour aussi séparer
le cannabis de tous les autres produits, de la cocaïne, de tous la drogue chimique qu'on vient vous vendre, que votre dealer il vous refourgue. Et donc ça permettrait, il n'y a pas de solution magique, hein, je le redis, mais au moins ça permettrait d'avancer, de sortir d'une solution d'échec. Là, tous ces premiers ministres depuis 20 ans, c'est désespérant. En fait, vous l'avez senti, ça me met en colère parce que échouer toujours de la même façon, c'est épuisant en fait. Pour vous, ça se passe du côté du consommateur, au moment de la consommation. Les deux. Plus qu'une question de trafic. Non. Il y a les deux. Il y a la santé mentale et donc réduire la consommation et toucher le narcotrafic sur le patrimoine, les armes à feu, sur la récidive, les repentis. Comment on protège les repentis, protéger nos ports. Le port du Havre, tout le monde sait que voilà, c'est un canal d'entrée de la drogue en France. Protéger les Antilles qui sont soumises à cette pression de la drogue très fortement. C'est là-dessus que nous attendons le ministre de l'Intérieur. Quelle est votre vision globale de lutte contre le narcotrafic plutôt que de faire des polémiques avec un maire, un autre maire, un autre maire? Dernier mot ça occupe le terrain, mais c'est nul. Un dernier mot peut-être, Éric Piolle. Est-ce que vous ne craignez pas aussi une déstabilisation de certains quartiers qui aujourd'hui vivent du trafic de cannabis si jamais cela devait être légalisé? Oui, les études estiment qu'il y a 200, 300 000 travailleurs qui vivent d'ailleurs très chichement, puisqu'on estime à 3 milliards ou 4 milliards. Je rappelle que M. Macron a intégré la consommation de drogue dans le PIB. Hein. Maintenant, c'est génial. Voyons, on lutte contre un truc de façon hyper répressive, mais ça fait partie de la croissance économique. Donc, effectivement, la question de la pauvreté en France, ça fera peut-être liaison avec le budget Barnier, mais évidemment que les questions de pauvreté, pauvreté alimentaire, précarité énergétique, sont des sujets majeurs pour un grand nombre de Français, pour des millions et des millions de Français. Et il y a l'essentiel de... C'est un sujet qui ne peut pas être oublié quand non, mais il n'y a pas de solution magique. Et de toute façon, les policiers aujourd'hui sont le réceptacle de tous les travers de la société. Donc ils font ce qu'ils peuvent, mais ils sont le réceptacle de tous les travers de la société, notamment de ces questions d'inégalité économique et de précarité. Alors Michel Barnier a présenté il y a quelques jours le 3e plan national d'adaptation au changement climatique. Grenoble, seule grande ville écologiste pendant 10 ans, depuis 10 ans. Grenoble désignée capitale verte européenne en 2022. Ça n'empêche pas l'Isère de monter, chez vous par exemple, régulièrement. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, puisque les collectivités tout le monde, les entreprises vont devoir présenter leur plan d'adaptation. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, à Grenoble, pour cette adaptation au changement climatique ? Mais écoutez, il y a là une stratégie très claire. D'abord, c'est important que la France se dote d'une stratégie d'adaptation. On peut noter que là, il double. Avant, on faisait un plan 2 degrés dans la version précédente. Maintenant, on fait un plan 4 degrés. C'est majeur. On se demandait si on peut encore s'adapter à 4 degrés, mais bon, c'est peut-être... Oui, c'est effectivement majeur. À 4 degrés, ça veut dire que, grosso modo, on nous dit qu'en 2050, l'été 2022, qui était caniculaire, les scientifiques nous disent que ce sera un été froid. Voilà, c'est ça concrètement, avec aussi de plus en plus d'inondations. Qu'est-ce qui a été fait pour Donc nous agissons concrètement sur le bâtiment, les logements et les bâtiments publics. Sur les bâtiments publics, moins 40% de consommation d'énergie, moins 70% d'émissions de gaz à effet de serre, plus de fraîcheur dans les bâtiments. Nous aidons les bailleurs sociaux à isoler les logements. Là aussi, c'est de l'adaptation et c'est aussi de la lutte contre le réchauffement climatique. Vous réduisez vos émissions et vous protégez de la chaleur et des consommations, de la précarité énergétique l'hiver. Vous travaillez sur les déplacements. Donc l'explosion du vélo à Grenoble, nous sommes maintenant capitale du vélo en France depuis 3 ans, mais nous savons que notre horizon, c'est Copenhague, c'est Amsterdam, nous pouvons aller beaucoup plus loin. L'alimentation, se protéger au niveau alimentaire, consommer moins de viande, consommer plus local, consommer moins de pesticides, tout ça, ça protège en fait. Et puis les questions de santé publique et les questions d'énergie. Donc sur l'énergie, par exemple, le plan que nous avons lancé en 2018 nous a permis en 2022 de produire en électricité renouvelable, c'est-à-dire ni fossile ni nucléaire, l'équivalent de la consommation de tous les ménages grenoblois. Donc ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà, on réduit notre risque. Cette dimension est essentielle parce que nous allons devoir redéfinir ce qu'est notre liberté. Ce plan d'adaptation, c'est un plan de liberté. Nous travaillons pour la liberté, pour conserver de la liberté. Vos opposants mettent souvent en avant cette étude d'il y a 2 ans, que c'est tout récent, du CNRS et de Météo France, sur les îlots de chaleur, qui est le gros problème de Grenoble. Et Grenoble reste, malgré tout ce que vous dites, juste derrière Paris, en gros, sur le podium d'exposition à ces îlots de chaleur. Oui, Grenoble est dans une cuvette, donc il y a des îlots de chaleur. Nous avons fait, depuis 2018, nous publions et nous distribuons aux gens la cartographie des îlots de fraîcheur. Parce que pendant les périodes de canicule, il faut pouvoir se protéger. C'est-à-dire ? Ça veut dire que il y a une carte de la ville avec tous les îlots de fraîcheur. Quand vous plantez des arbres et que vous faites un petit verger à un endroit, le décalage par rapport à la rue, c'est 7 degrés d'écart.
Donc là, il y a un point. Nous avons rendu les musées gratuits, les bibliothèques gratuites. Tout cela, cet accès à la culture est à la fois pour un accès à la culture, mais on dit aussi, quand il fait chaud, vous pouvez aller vous réfugier là. Les écoles, en 2019, la canicule pendant le temps scolaire... Mais ça veut dire que vous renoncez plus globalement la solution aux îlots de chaleur, c'est les îlots de fraîcheur. C'est les deux. Il faut isoler les logements pour que chacun soit mieux protégé et il faut créer des espaces de refuge. Évidemment, des espaces où on puisse vivre bien. Il faut faire les deux. C'est ça qui est important dans cette adaptation. L'adaptation, c'est pas renoncer à la lutte contre le changement climatique. Le gouvernement Barnier renonce, mais on pourrait s'adapter en continuant à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Nous pouvons faire les deux ensemble. Quand on isole un logement... Ça manque dans le gouvernement Barnier pour vous ? Oui, parce que en fait, il n'y a pas de vision stratégique sur la trajectoire. Mais ça, c'est depuis Macron. Franchement, là-dessus, autant chaque nouveau président fait un peu mieux que le précédent parce que vous faites moins pire. Mais nous prenons du retard chaque année. C'est ce que dit le Haut Conseil pour le climat. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est très triste. On a à la fois une dégradation des comptes publics, une augmentation des inégalités, des grandes entreprises qui ont été biberonnées à l'argent public et de plus en plus d'ultra-riches en France, qui, comme le disait Oxfam, à la fois par leur mode de vie et par leurs investissements, continuent donc d'accentuer la pression sur le climat, d'accentuer la pression sur les inégalités sociales face au climat. Et de l'autre côté, peu de stratégie de long terme. Donc c'est un peu désespérant sur la partie gouvernement. C'est pour ça qu'il faut aussi que l'ENFP se progresse globalement dans sa capacité à proposer un projet de société vigoureux, entraînant, pour pouvoir accéder au pouvoir et changer la donne, pas juste continuer sur cette dérive qui est un peu pathétique et angoissante. Éric Piolle, comment vous voyez les débats au sein du Parti socialiste qui, quelquefois, s'interrogent sur faut-il rester avec les insoumis ou pas ? Aujourd'hui, au Parti socialiste, il y a, à l'issue du dernier congrès, un 50-50 entre ceux qui ont rompu avec les logiques du social-libéralisme, qui ont rompu avec le productivisme, donc les Olivier Faure, les Johanna Roland, tous ces Nathalie Appéré, la maire de Rennes, tous ces gens qui ont bougé, qui assument d'être dans le NFP, qui assument cette rupture, et ceux qui sont un peu nostalgiques de la douce époque où le Parti socialiste était un des deux partis en France et que ça joue à 50-50 entre eux et l'UMP ou les LR ou tous les noms qu'ont eu les différents partis depuis le RPR. Donc là-dessus, nous espérons que Olivier Faure, son équipe, gagneront aussi le prochain congrès et trancheront ce virage du Parti socialiste qui, petit à petit, a accepté le néolibéralisme. Et quand on accepte le néolibéralisme, on est juste là pour arracher quelques miettes. En même temps, il y a un certain nombre de choses que les écologistes, y compris, ont dû accepter avec les insoumis. Nous sommes au sein du nouveau Front populaire. Nous pensons, moi j'ai construit notre victoire en 2014 par cette alliance d'une gauche sincère, et des écologistes et des citoyens. Insoumise n'a pas changé depuis 2014 ? À l'époque, c'était le parti de gauche. Il peut y avoir un regard sur comment faire bouger la société. On n'est pas forcément très aligné sur cette brutalisation de la société, ce côté clivage. Nous, on est plutôt dans l'entraînement positif. C'est plutôt ça notre ADN. Moi, j'ai travaillé 18 ans dans l'industrie auparavant. Je me suis engagé dans la vie publique pour porter un projet qui soit axé sur la liberté, qui soit axé sur l'enthousiasme, qui soit axé sur comment vivre mieux demain, pour tout de suite, là, nous, aujourd'hui, mais aussi pour nos enfants. C'est ça le sens de mon engagement. Mais pour vous, pas forcément une harmonie de regard, mais ça ne nous empêche pas de travailler ensemble. Nous le faisons à Grenoble et aussi à l'échelle nationale. L'histoire de la gauche, c'est des allers-retours permanents et on a du mal à comprendre si vous croyez, vous, est-ce qu'il y a une voie pour faire travailler ensemble la social-démocratie et une gauche plus radicale ? À chaque fois qu'ils travaillent ensemble, ça clash et puis ils se remettent ensemble. Je crois qu'il y a une voie. Il y a une voie, et je crois qu'en 2027, en tout cas moi je m'attache à cela, travailler pour qu'un collectif de ce NFP qui aille effectivement d'une social-démocratie ceux qui ont rompu, social-démocratie je ne sais pas ce que c'est en fait, on n'en parlait pas en France avant François Hollande, c'était un truc réformiste à l'allemande, mais en fait personne n'a vraiment compris jamais ce que c'était, eux-mêmes n'arrivent pas à définir. Ça existe dans beaucoup de pays quand même, ceci étant. Il faut réussir à définir, vous avez entendu un socialiste définir ce que c'était que la social-démocratie, à part la nostalgie de quand ils étaient au pouvoir, moi j'ai pas vu que Mélenchon il est méchant. En Allemagne il y a des sociodémocrates, en Grande-Bretagne il y a des travaillistes qui sont sociodémocrates. Je crois que ça n'est pas adapté à la rupture nécessaire du système.
aujourd'hui. Et pour conserver notre liberté, pour vivre mieux, pour réduire les inégalités, pour s'adapter au changement climatique et pour réduire le changement climatique, nous devons opérer effectivement des ruptures qui passent par la vie quotidienne, le logement, l'alimentation, la façon de se déplacer, de produire de l'énergie, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à la culture et au sport. C'est ça les fondamentaux de la société. C'est là-dessus que nous avons... Alors, à l'échelle locale, c'est plus facile parce qu'on propose, ça marche, parce que c'est concret pour les gens. À l'échelle nationale, aujourd'hui, le NFP et ses antécédents n'ont pas encore réussi à faire passer la beauté de ce projet. Donc ça reste souvent un projet de contre, alors que nous avons beaucoup de choses pour à partager. L'Élysée, vous, personnellement, vous y songez toujours? Vous avez été candidat à la primaire en 2022. J'ai été candidat, effectivement, parce qu'à l'époque, je pensais que j'étais le seul à pouvoir faire cette union, on va dire, de la France insoumise au Parti socialiste. Je m'attache à créer un collectif pour 2027 qui puisse gagner, qui, je pense, ça sera plus collectif qu'en 2022. Idéalement, je préférerais que ce soit une femme candidate, donc je m'investis aujourd'hui aussi à l'échelle nationale. À l'échelle locale, vous savez que j'avais annoncé dès 2014 que je ne ferais que 2 mandats. Donc j'arrive. Donc vous ne ferez presque plus de politique d'une certaine façon? Vous ne serez plus candidat? J'espère bien que nous allons gagner en 2027. Il y a énormément à faire, au contraire. Vous pourriez venir à l'Assemblée nationale, par exemple. D'abord, il faut créer un collectif pour pouvoir gagner en 2027. Voilà. Ensuite, nous aurons la question de qui. J'espère que ce sera une femme. Nous verrons bien. Mais d'abord, créons un collectif et un projet enthousiasmant. Nous avons beaucoup de choses à proposer qui sont extrêmement concrètes pour la vie quotidienne et améliorer la vie quotidienne des gens maintenant. Merci beaucoup, Éric Piolle, maire écologiste de Grenoble, d'avoir été l'invité du 8h30 France Info. Et merci à vous, Bérangère Bonte. Merci bien.